Bonjour les 6e C, bonjour les 6e E, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. On se retrouve aujourd'hui, lundi 26 avril, pour notre troisième séance sur le calcul posé et plus particulièrement la division. Donc pour commencer, vous allez corriger les exercices 6 et 7 que je vous avais demandé de faire pour aujourd'hui. Ensuite, vous chercherez l'activité numéro 2 qui s'appelle Ça grimpe et puis vous vérifierez votre travail avec la correction. Ensuite, on fera un petit point de leçon, vous compléterez la notion 36, utiliser des critères de divisibilité. Et pour finir, vous chercherez les exercices 8 et 9 de la même fiche et vous vérifierez votre travail avec la correction que je vais vous proposer. Correction d'exercice numéro 6. Donc on vous disait, dans une entreprise, on produit 5184 bouteilles d'eau par jour. On vous dit qu'ensuite ces bouteilles sont regroupées par pack de 6 et on vous demandait combien de packs d'eau cette entreprise produit-elle. Donc vous voulez regrouper 5184 bouteilles en paquets de 6. Donc on va venir poser la division 5184 divisé par 6. Donc on commence, premier chiffre en partant vers la gauche, on a un 5, c'est pas suffisant, c'est plus petit que 6. Donc on va venir prendre 51. On récite sa table de 6. Dans 51, on a 8 fois 6. On enlève 48 et il nous reste 3. Ensuite, on abaisse le 8. Et on est reparti dans 38. Combien il y a de fois 6? Donc c'est 6 fois. 6 fois 6, 36. Il nous reste 2. On abaisse le 4. Et dans 24, combien il y a de fois 6? C'est 4 fois. Et 4 fois 6, 24, et il nous reste 0. Donc, phrase-réponse, cette entreprise produit 864 packs d'eau par jour. Ensuite, deuxième exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Sur son balcon, Madame Brou dispose de 10 jardinières de 175 litres. Les jardinières, c'est des espèces de bacs rectangulaires qu'on remplit de terre, ou de terreau pour planter des fleurs. Et on vous demandait combien de sacs de 40 litres elle devra acheter pour remplir toutes ces jardinières. Donc le souci, c'est que déjà, vous n'avez pas la contenance totale. Attention, vous avez un petit calcul à faire avant. Vous avez 10 jardinières qui font 175 litres chacune. Ça veut dire que pour remplir ces jardinières, vous allez devoir faire 10 fois 175 litres. Donc, vous savez que pour remplir toutes les jardinières, il vous faut 1750 litres de terreau. Ensuite, vous voulez savoir combien vous allez acheter de sacs de 40 litres. Donc là, on va venir poser la division suivante. 1750 divisé par 40. Donc on est obligé de prendre 175. Dans 175, il y a 4 fois 40. C'est 160. Il reste 15. On abaisse le 0. Et on est reparti dans 150, combien il y a de fois 40. Ou vous pouvez faire dans 15, combien il y a de fois 4. Et c'est 3 fois. Ça fait 120. Et il reste 30. Donc là, attention à la phrase réponse. Les sacs de terreau, vous êtes obligé d'acheter un sac en entier. Donc il va vous falloir 43 sacs remplis. Mais comme il vous reste 30 litres à remplir, il va falloir automatiquement acheter 44 sacs de terreau. Donc elle devra acheter 44 sacs de terreau. Voilà pour la correction des exercices. Alors pour la suite de la séance, vous allez chercher l'activité numéro 2 qui s'appelle Ça grimpe.
je vous laisse tranquillement la lire et la faire. S'il y a des questions que vous ne savez pas faire, ou alors vous essayez toutes les questions bien sûr, mais si vous avez un petit souci sur une question, etc., vous passez. Attention, les questions sont indépendantes des unes des autres. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire la question B que vous n'arriverez pas à faire les questions C et D. Donc vous cherchez. Quand vous avez fait le maximum de ce que vous pouviez faire, que vous voyez absolument pas comment continuer, vous remettez la vidéo en mode lecture et vous suivez la correction. Alors on vous disait dans cette activité qui n'est pas si simple que ça, Tom et Cléo montent au sommet de la tour Eiffel et on sait qu'ils doivent monter 1665 marches. Tom affirme dans la première question: je peux monter toutes les marches 2 par 2, et Cléo lui répond: je ne crois pas arriver en haut, il t'en restera une, mais tu peux les monter 5 par 5. On vous dit comment Cléo a-t-elle fait pour lui dire qu'il n'arriverait pas à les monter 2 par 2. Elle n'a pas de calculatrice, elle n'a rien. Et par contre, pourquoi elle sait qu'elle peut les monter 5 par 5? Donc tout simplement, si Tom peut monter les marches 2 par 2, ça veut dire que 1665 doit être un multiple de 2. Vous arrivez à faire des paquets de 2. Le problème, c'est que 1665 n'est pas un nombre pair. 1665 n'est pas un nombre pair. Donc, vous ne pourrez pas, c'est pas un multiple de 2, et vous ne pourrez pas monter les marches 2 par 2. Ça veut dire qu'à la fin, vous allez aller jusqu'à 1664 en les montant 2 par 2, et il vous restera une dernière marche. Par contre, pourquoi on peut les monter 5 par 5? Parce que 1665 est un multiple de 5. Pourquoi 1165 est un multiple de 5? Parce que les multiples de 5, on les reconnaît car ils se terminent par 0 ou 5. Donc 1665 est un multiple de 5 car il se termine par 5. Ça veut dire que je sais que si je pose la division 1665 divisé par 5, je sais que le reste sera automatiquement 0 puisque 1665 est dans la table de 5. Ensuite, dans la deuxième question, on vous dit: le père de Tom ajoute: tu pourrais les monter 3 par 3, ce serait plus facile. Tom n'est pas d'accord, mais 1665 se termine ni par 3, ni par 6, ni par 9. Il n'est donc pas divisible par 3. Tom a-t-il raison? Donc là, ça commence à être un critère un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que la question est toujours la même, c'est: est-ce que 1665 est divisible par 3? Alors, si vous ne connaissez pas le critère quand vous avez fait l'activité, vous pouvez tout simplement poser la division euclidienne 1665 divisé par 3 et regarder s'il y a un reste. S'il y a un reste, ça veut dire que 1665 n'est pas un multiple de 3. Si le reste est égal à 0, ça veut dire qu'il est dans la table de 3. Alors, si vous avez posé cette division, vous avez dû trouver que effectivement le reste était de 0 et que c'était 3 fois 555. Donc 665 est bien un multiple de 3 et Tom a tort. Sauf que à chaque fois que vous voulez savoir si un nombre est dans la table de 3, vous n'allez pas à chaque fois poser la division euclidienne, c'est très long. Il y a un moyen, pour savoir directement, très vite, si un nombre est un multiple de 3. Tout simplement, vous venez additionner tous ces chiffres et vous regardez si le résultat est dans la table de 3. Exemple, pour 1665, on vient faire 1, plus 6, plus 6, plus 5. J'additionne tous ces chiffres. 6 plus 6, 12, plus 5, 17, plus 1, 18. Et la question est: est-ce que 18 est dans la table de 3? 18 est bien dans la table de 3, c'est 3 fois 6. Donc ça veut dire que 1665 est bien un multiple de 3. Donc vous notez dans votre cahier d'exercice, vous recopiez cette phrase: un nombre entier. Un nombre entier est divisible par 3
si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc ça, c'est à savoir par cœur, c'est le critère de divisibilité pour reconnaître les nombres qui sont divisibles par 3. On continue avec la troisième question. On vous dit, Cléo ajoute, et si tu avais des jambes de géant, tu pourrais monter les marches 9 par 9. Expliquerai la phrase de Cléo. Donc ici, toujours même question. On est toujours avec nos 1665 marches et on veut savoir si c'est divisible par 9. Donc vous, en 6e pour l'instant, vous ne connaissez pas le critère de divisibilité par 9. Donc vous avez dû poser votre division. 1665 divisé par 9. Et vous avez dû trouver que c'était 9 fois 165 et 185, pardon. Et vous avez bien dû trouver un reste égal à 0. Donc 1665, c'est bien un multiple de 9. De la même façon, je vous donne le critère de visibilité pour reconnaître directement les nombres divisibles par 9. Donc vous n'allez pas vous amuser à chaque fois à poser votre table de 9 et à faire votre division. Pour reconnaître si un nombre est un multiple de 9 très vite, c'est exactement la même technique que pour reconnaître pour les multiples de 3. Vous faites pareil. Vous additionnez les chiffres de votre nombre. Donc 1665, 1 plus 6 plus 5, on a dit tout à l'heure que ça faisait 18. Et cette fois-ci, on ne va pas regarder si la somme est dans la table de 3, mais si la somme est dans la table de 9. 18, est-ce qu'il est dans la table de 9? Oui, c'est 9 fois 2. Donc ça veut dire que 1665 est bien dans la table de 9. Donc vous notez en synthèse, dans votre cahier d'exercice toujours, hein, un nombre entier, est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc de la même façon que pour 3, il va falloir connaître cette phrase par cœur. Dernière question, on vous dit que Tom réplique, alors si j'ai bien compris, je pourrais grimper les 360 marches du deuxième étage, du premier étage 2 par 2, 3 par 3, 5 par 5, 9 par 9, ou même 10 par 10, est-ce que Tom a raison? Donc, on a 360 marches, est-ce qu'on peut les grimper 2 par 2? Donc, 2 par 2, oui, puisque 360 c'est un nombre pair. Ok, les nombres pairs c'est ceux qui se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Donc on pourra bien les grimper 2 par 2. Donc soit 360 est divisible par 2. Ensuite, est-ce que on peut les grimper 3 par 3? Donc on applique notre technique, on additionne les chiffres, 3 plus 6 plus 0, ça fait 9. Est-ce que 9 est dans la table de 3? Oui, 9 est dans la table de 3. C'est 3 fois 3, donc ça veut dire que 360 est aussi divisible par 3. On continue, est-ce qu'on pourra grimper les marches 5 par 5? Oui, puisque les multiples de 5 se termine par 0 ou 5. Ici, on se termine par 0, donc ça marche. En même temps, je vais faire le critère par 10, puisque les nombres qui se divisent par 10, ce sont ceux qui se terminent par 0. Et ici, on termine par 0. Donc 360 est divisible par 5 et par 10, car il se termine par 0. Dernier critère, c'est est-ce qu'il se divise par 9? Par 9, on a vu la technique juste avant, c'est la même chose que pour 3. Donc on additionne, on n'a pas besoin, on l'a déjà fait. 3 plus 6 plus 0, ça donne 9.
Est-ce que 9 est dans la table de 9? Oui, c'est 9 fois 1. Donc 360 est bien divisible par 9. Donc 360, il est bien divisible à la fois par 2, par 3, par 5, par 9 et par 10. Donc Tom a raison. Allez, dernière question. Encore un petit peu plus compliqué. On vous dit que Tom ajoute, je pourrais même les monter 4 par 4, car 360, c'est 300 plus 60, que 300 est forcément dans la table de multiplication de 4, parce que 100 l'est. 25 fois 4, ça fait 100. Et 60, c'est 4 fois 15. On vous dit de trouver une méthode pour déterminer facilement si un nombre entier est divisible par 4. Alors, là c'est un petit peu plus compliqué à trouver. En fait, quand vous avez votre nombre et vous le décomposez de manière à avoir les centaines, puis votre chiffre, votre nombre de dizaines plutôt, on sait forcément que nos centaines, par exemple, si le nombre c'est 665, on sait déjà que 600 c'est dans la table de 4, puisque c'est 6 fois 100, et que 100 est dans la table de 4, puisque c'est 4 fois 25. Donc en fait, ce qui est important pour savoir si un nombre est divisible par 4, c'est de regarder les deux derniers chiffres qui sont à droite. Donc dans 360, les deux derniers chiffres qui sont à droite, c'est 60. C'est le nombre 60. On va s'intéresser uniquement à ça, et on ne va pas prendre en compte tout ce qu'il y a avant. Et ensuite, tout simplement, on va se demander par contre si 60 est dans la table de 4. Donc là, par contre, vous êtes obligé de poser votre table de multiplication pour reconnaître si 60 est dans la table de 4. Ici, ça marche, 60 c'est 4 fois 15. Si je vous fais un autre exemple, au hasard, si je prends 432. Si on veut savoir si 432 est dans la table de 4, on fait la même technique. On vient prendre les deux derniers chiffres qui sont à droite, donc ici, cela forme le nombre 32, et on se pose la question, est-ce que 32 est dans la table de 4? 32 est dans la table de 4, c'est 4 fois 8, donc ça veut dire que 432, c'est bien un multiple de 4. Si je vous fais un autre exemple, 618, même chose, on vient prendre les deux derniers chiffres à droite, ils forment le nombre 18, sauf que 18 n'est pas dans la table de 4, puisque 4 fois 4, 16, 4 fois 5, 20. Donc ça veut dire que 618 n'est pas un multiple de 4. C'est ça le critère pour reconnaître les nombres qui sont des multiples de 4. Donc en synthèse, toujours dans votre cahier d'exercice, vous allez noter un nombre entier est divisible par 4 si le nombre formé de ces deux chiffres de droite est un multiple de 4. Donc pour la suite de la séance, on va compléter la notion 36. Donc vous passez sur votre cahier de leçons. Donc normalement vous l'avez, je vous l'ai distribué avant de partir. Et on va uniquement récapituler tous les critères de divisibilité qu'il va falloir que vous connaissiez par cœur, j'insiste, en 6e. Donc je ne vais pas vous les faire renoter parce que je vous ai déjà fait beaucoup écrire dans la leçon. Par contre, on va faire pas mal d'exemples que là, par contre, vous allez compléter. Donc je lis avec vous. Donc normalement, les 3 premiers critères, vous devez déjà les connaître. Vous les avez déjà vus en primaire. Les 3 critères qui sont un peu nouveaux, enfin qui sont nouveaux, je pense pour la plupart d'entre vous, ce sont les 3 derniers. Donc je lis quand même avec vous les 3 premiers. Un nombre entier est divisible par 2 s'il est pair, c'est-à-dire qu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5, et un nombre est divisible par 10 s'il se termine par 0. Donc ça, bien sûr, il faut le connaître par cœur. Normalement, c'est un acquis. Plus compliqué, les 3 derniers.
Donc un nombre entier est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. De la même façon, pour 9, c'est la même chose, sauf que vous regardez cette fois-ci que quand vous avez fait la somme de vos chiffres, c'est divisible par 9. Et encore plus compliqué, un nombre entier est divisible par 4 si le nombre formé de ces deux chiffres de droite est un multiple de 4. Donc j'insiste, il faut absolument connaître tous ces critères de divisibilité par cœur. Ensuite, donc je vous ai mis quelques exemples et bien sûr on va les travailler dans les exercices aujourd'hui et mercredi. Donc, premier exemple, 240. 240 est bien divisible par 2, par 5 et par 10 parce qu'il se termine par 0. Donc un nombre qui se termine par 0, il fait partie de ces trois critères automatiquement. Il est divisible par 2, par 5 et par 10. Vous recopiez bien sûr tous les exemples. Si ça va trop vite, vous pouvez mettre sur pause. Il y a aussi une version complétée sur Pronote. Ensuite, on passe au nombre 165. 65, il est divisible par 5 parce qu'il se termine par 5. Par contre, lui, il n'est pas divisible ni par 10 ni par 2 parce que ce n'est pas un nombre pair et il ne se termine pas par 0. Ensuite, pour 32 518, il n'est pas divisible par 3. Donc, pour voir si un nombre est dans la table de 3, on additionne 3 plus 2 plus 5 plus 1 plus 8, ça donne 19. Et 19 n'est pas dans la table de 3. 3 x 6, 18, 3 x 7, 21. Donc, on sait que 32 518, si on pose sa division par 3, forcément le reste sera différent de 0. On enchaîne avec le nombre 123 456. Lui, il est divisible par 3, parce que quand on additionne ces chiffres, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, on obtient 21, et 21 est bien dans la table de 3, c'est 3 x 7. Par contre, attention, c'est pas parce qu'il est divisible par 3 qu'il sera divisible par 9. Et ici, vous avez un exemple. 21, par contre, la somme des chiffres, c'est pas dans la table de 9. Il n'y a pas 9 fois quelque chose qui fait 21. Donc, automatiquement, 123 456 ne va pas être divisible par 9. Attention, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui pensent que quand un nombre est divisible par 3, automatiquement, il est divisible par 9. Non, c'est faux. Un nombre peut très bien être dans la table de 3 et ne pas être dans la table de 9. Exemple 21, exemple 123 456. Par contre, si je m'intéresse au nombre 504, 504 il est bien divisible par 3 puisque 5 plus 0 plus 4 ça fait 9. 9 c'est bien dans la table de 3, c'est 3 x 3. Et il est aussi divisible par 9 puisque 9 c'est 9 x 1. Donc là par contre l'inverse marche, c'est-à-dire que quand un nombre est divisible par 9, automatiquement il est aussi divisible par 3. Là ça fonctionne. Il est automatiquement dans la table de 3 puisque 3 x 3 ça fait 9. Pour finir, un petit exemple sur un divisible par 4, pardon, donc j'ai pris le nombre 128. Donc toujours pareil, on vient entourer le nombre formé par les deux chiffres de droite, puisque automatiquement les centaines sont forcément un multiple de 4, puisque 4 x 25 ça fait 100. Et on vient s'intéresser au fait de savoir si ce nombre est dans la table de 4. Donc est-ce que 28 est dans la table de 4? Oui. Donc ça veut dire que 128 sera bien un multiple de 4. Voilà pour quelques exemples sur les critères de divisibilité. Donc je vous laisse compléter les exemples et repasser sur le cahier d'exercice. Donc pour poursuivre la séance et appliquer ces critères de divisibilité, on va chercher deux petits exercices. Donc le premier, vous allez me chercher l'exercice numéro 8. Donc bien sûr toujours sans calculatrice. Vous allez m'écrire la liste des 6 premiers multiples de 8, écrire 3 multiples de 36 et écrire 5 multiples de 7 compris entre 50 et 100. Donc vous faites ça dans votre cahier d'exercice, vous mettez la vidéo en pause et quand vous avez terminé, vous remettez en mode lecture. Alors ici, pour la première question, écrire la liste des 6 premiers multiples de 8. Alors attention, on ne vous demande pas n'importe quel multiple de 8, on vous demande les 6 premiers. Donc tout simplement, ça va très très vite. Si on connaît ces tables, on récite la table de 8. Alors attention, il y en a un que vous m'oubliez tout le temps. 8 x 0, c'est 0. 8 x 1, 8. 8 x 2, 16. 8 x 3, 24. 8 x 4, 32.
Et 8 fois 5, 40. Et là, j'ai bien les 6 premiers multiples de 8. D'accord? Si vous avez été à 48, c'est faux puisque on vous demandait les 6 premiers. Donc attention, il faut bien mettre 0. C'est un multiple. Même chose avec 3 multiples de 36. Donc là, par contre, 3 multiples de 36, vous pouvez écrire tous ceux que vous voulez, n'importe lesquels. Du moment où vous faites 36 fois quelque chose et vous notez ce résultat, ça fonctionne. Là, on ne vous demande pas les 3 premiers. Donc, je vais en écrire 3, mais bien sûr, vous avez pu mettre beaucoup de résultats différents et qui sont juste aussi. Donc, j'ai noté 36 fois 1, 36. 36 fois 2, 72. Et 36 fois 3, 108. Après, c'est pas la peine de trop se compliquer la vie, parce que, attention, je vous rappelle, normalement, vous avez fait l'exercice sans la calculatrice. Et pour finir, 5 multiples de 7 compris entre 50 et 100. Donc ce qu'il faut faire, c'est partir de 50 et chercher le premier multiple de 7 après 50. Donc, dans la table de 7, si on la récite, on arrive très vite à 7 fois 7, 49. Donc c'est en dessous de 50, ça ne fonctionne pas. Donc ensuite, on va prendre 7 fois 8. 7 fois 8, c'est 56. On a le premier multiple de 7. Et on continue. Donc ensuite, on passe à 7 fois 9, 63. 7 fois 10, 70. Il m'en manque encore 2, donc on passe à 7 fois 11, 77. 7 fois 12, 84. Ça, c'était les 5 premiers. Il y avait, on peut s'arrêter ici parce qu'on nous demandait 5, mais il y en avait un sixième. Si vous avez mis 91, ça fonctionnait aussi. Donc les multiples de 7 entre 50 et 100, vous les avez tous ici. Et pour terminer la séance, vous allez me chercher de la même façon l'exercice numéro 9. Donc vous allez m'écrire 4 diviseurs de 48 et écrire tous les diviseurs de 30. Quand vous avez terminé, vous remettez la vidéo en mode lecture. Allez, on corrige cet exercice numéro 9. Donc dans l'exercice précédent, on avait plutôt travaillé la notion de multiple. Ici, on va venir plutôt travailler la notion de diviseur. Donc dans la première question, on vous demandait 4 diviseurs de 48. Donc il y en a beaucoup plus de 4, hein, mais uniquement 4. Donc, je commence par, on va procéder dans l'ordre. Le premier chiffre, c'est 1. Donc 1, il est forcément diviseur de tout le monde. Donc lui, déjà, ça me fait un diviseur, puisque 48, c'est une fois 48. Ensuite, on s'intéresse à 2. 48, c'est un nombre pair, donc il est bien divisible par 2. Ensuite, on passe à 3. Est-ce que 48 est dans la table de 3? Donc on vient additionner ces chiffres. 4 plus 8, ça fait 12. Et 12 est bien dans la table de 3, donc 48 sera dans la table de 3 aussi. Ensuite, est-ce que 48 est divisible par 4? Oui, c'est 4 fois 12, donc ça marche. Et j'ai écrit les 4 diviseurs de 48. Alors bien sûr, il y en a d'autres. Je vous les cite. Si vous avez mis aussi 6, 8, 12, 16, 24 et 48, ce sont aussi des réponses qui sont justes. Dans la question B, même exercice, mais avec le nombre 30. Donc là, attention, on vous demande d'écrire tous les diviseurs. Donc là, il ne faut pas en oublier. Pour ne pas en oublier, il faut procéder dans l'ordre. Ok? Parce que si vous prenez des tables de multiplication au hasard qui font 30, le plus souvent, vous en oubliez. Donc, quand on procède dans l'ordre, on commence toujours par 1. 1, ça marche forcément, c'est une fois 30. Ensuite, on essaye avec 2, ça marche aussi, c'est 2 fois 15. On enchaîne avec 3, c'est 3 fois 10. Ensuite, on essaye avec 4. 4, ça ne fonctionne pas. 4, il n'est pas dans la table de 30, donc je le barre. J'enchaîne avec 5. 5, c'est 5 fois 6, qui fait 30 aussi. Et ensuite, vous allez me dire, on continue avec 6, sauf que non, c'est pas la peine, puisque 6, on le retrouve, si je fais 2 colonnes ici, on le retrouve dans la colonne ici. Donc on sait qu'on peut s'arrêter. On a trouvé tous les multiples, tous les diviseurs, pardon, de 30. Donc par contre, on les réécrit, parce que ça, c'est le brouillon, hein. Donc les diviseurs de 30,
sont 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 et 30. Voilà pour cet exercice 9. Allez, vous allez pouvoir dire ouf, c'est la fin de la séance pour aujourd'hui. Alors je suis désolée, elle était un peu longue. On avait beaucoup de choses à voir. Ce sera un peu plus court mercredi. Donc par contre, comme la semaine, comme il y a 2 semaines, je vous donne le lundi le travail à faire pour toute la semaine. D'accord? Mais vous vous organisez, vous n'êtes pas obligé de tout faire aujourd'hui, surtout que la séance aujourd'hui, elle était un petit peu longue. Donc, vous me cherchez les exercices 10 et 11 de la fiche d'exercice numéro 2, donc c'est les 2 exercices qui suivent, pour mercredi. Vous faites les exercices dans votre cahier et on les corrigera dans la prochaine séance. C'est pas la peine de me les envoyer. Ensuite, vous me chercherez le QCM numéro 2 sur Pronote, qui sont des révisions et donc vous pouvez le faire à partir d'aujourd'hui et vous pouvez le faire jusqu'à jeudi soir. Ok, vous avez 4 jours pour le faire, lundi, mardi, mercredi, jeudi, toute la journée, comme d'habitude, sur l'écran d'accueil de l'espace élève. Et puis si vous avez un petit souci, vous m'envoyez un mail pour que je débloque les choses. Dernière chose, très importante, pour vendredi, donc ça veut dire que vous avez jusqu'à vendredi toute la journée, jusqu'à vendredi soir, vous me faites le devoir numéro 2 qui s'appelle multiples et diviseurs. Par contre, ces exercices-là sont à me renvoyer. Donc le plus simple, puisque Nextcloud j'ai eu des petits soucis l'autre fois, le plus simple, vous me les envoyez par mail, donc vous avez mon adresse mail ici, avant vendredi. Donc il y a beaucoup de travail à faire, mais vous vous organisez dans la semaine pour le faire, d'accord? Le QCM, vous avez 4 jours pour le faire, le devoir, vous avez 5 jours pour le faire, et les exercices, vous avez 3 jours pour les faire, ok? Donc sur ce, je vous laisse continuer vos exercices et puis on se retrouve mercredi pour la suite de notre séquence. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée.